Aujourd'hui, on y va clairement pour faire du business. En 2 jours de salon, on prend 2 mois de rendez-vous. On a un ROI visé entre x3, x4 par rapport à l'investissement par événement. Et en fait, en allant à cet événement, j'ai plein d'agences qui m'ont contacté et qui m'ont invité à des dîners. J'avais jamais vu ça avant en France, c'était game changer pour nous. Dès l'ouverture, en fait, les gens ils sont chauds. Qu'on ait des sales ou des BDR qu'on envoie, dans tous les cas, il faut arriver à bien leur donner la perspective. Ils viennent là pour faire du business et passer un maximum de temps avec des prospects. En fait, c'est du hasard. Tu vas cibler des personnes qui vont être ton ICP, ton persona, tout ce que tu veux. Ça n'empêche qu'à la fin, il est venu à l'événement, mais ça se trouve, il a quand même pas de projet et tu leur as payé un dîner et tu peux pas savoir. Salut Alexandre, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas ? Et Jolan, merci à toi pour l'accueil et je vais très bien, merci. Top. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, m'expliquer un petit peu ce que tu fais ? Et ensuite, on va parler de notre thématique du jour. Bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis CMO chez PeopleSphere. Et PeopleSphere, c'est une plateforme RH qui permet de à la fois connecter tous les logiciels RH présents dans une société, d'en centraliser la data et de la restituer via un portail RH qui est le portail PeopleSphere. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant et je suis hyper content d'en parler avec toi parce que c'est une thématique que je maîtrise pas du tout. On va parler d'événementiel, notamment d'événementiel en salon. Et plus précisément, tu vas nous expliquer, ou en tout cas, essayer de nous partager ta vision sur comment toi, tu as réussi à faire de ce canal-là, donc de l'événementiel en salon, un vrai relais de croissance, comment tu l'as aligné avec des sujets marketing et revenus. Mais avant du coup d'entrer dans cette thématique, est-ce que tu peux déjà peut-être me partager un peu ta vision sur en fait, de la stratégie événementielle, qu'est-ce que c'est et quelle place ça prend aujourd'hui chez PeopleSphere ? Oui, alors la stratégie événementielle est chez PeopleSphere en tout cas cruciale. Pourquoi ? Parce que ça représente 25% de notre revenu. Donc nous, on a 4 canaux principaux de revenus. On a le digital, on a l'événementiel, on a la prospection dans le dur par nos équipes BDR et on a les partenaires. Donc forcément, 25%, c'est énorme. Ouais. En revenus, pas en nombre de leads. Ok. Après, la stratégie événementielle est importante parce qu'elle se divise souvent en 2. Il y a la partie génération de business, comme là je viens d'en parler, pure, et puis d'acquisition. Et puis il y a aussi celle interne, quand on fait des événements homemade, où on va plutôt faire venir des gens dans nos événements. Moi, là, quand je parle de 25% de génération de revenus, c'est plutôt des événements type salon sur lesquels on va participer. Ok. Et justement, pour bien définir cette différence, donc aujourd'hui, vous faites, chez PeopleSphere, vous êtes uniquement cette seconde version d'événement, vous ne faites pas la version événementielle homemade. Alors, on fait les deux. La partie homemade, on fait un gros événement annuel qui s'appelle Orchestrate, dans lequel on invite tous nos clients. Donc, c'est un pic d'activité qui est important, mais ce n'est pas structuré comme certaines sociétés le font, et j'espère qu'on arrivera à le faire plus tard, mais ça demande beaucoup de budget. Vous pouvoir faire des événements récurrents, peut-être tous les mois, pour inviter soit nos clients, soit des prospects, mais quand c'est nous qui sommes hosts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Okay. On fait qu'un seul événement. Et donc du coup, pour toi, là, c'est quoi, là, d'un point de vue purement même juste marketing ou stratégie, c'est quoi la différence ? Enfin, quelles sont les 2 grandes différences entre ces 2 typologies d'événements ? Est-ce qu'il y a un sujet de maturité d'entreprise, de vision marketing ? Comment tu l'expliquerais ça ? Je dirais que la grosse différence, c'est que quand c'est ton propre événement, tu es seul à avoir la responsabilité de la population qui va venir à ton événement. Okay. Donc c'est un gros travail en fonction que tu cibles tes clients ou des prospects. Alors que quand tu vas sur un événement tiers, un salon par exemple, donc ce dont on va parler aujourd'hui, finalement c'est le salon qui est en charge de faire venir tes prospects. Donc ça déjà c'est une grosse différence dans la budgétisation, dans les campagnes que tu vas mener, dans toute la stratégie que tu mets en place sur tes événements. Ok, hyper intéressant. Alors, ce que je disais en préambule tout à l'heure, c'est que donc moi je suis content de parler de cette thématique-là parce que c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. L'événementiel, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, en tout cas que j'ai toujours touché de très très loin. Et notamment, moi, il y a un sujet, donc je pense que beaucoup de personnes le savent, moi je suis très orienté B2C parce que j'ai fait 7 ans de B2C avant de faire du B2B. Et dans mon esprit, l'événementiel, et notamment en B2B, il y a une vision qui peut être un tout petit peu poussiéreuse du sujet. En tout cas, la vision que j'en ai un peu en externe. La question que je me suis souvent posée, c'est est-ce que les entreprises B2B elles utilisaient vraiment bien l'événementiel ? Et du coup, en fait, c'est quoi ta vision sur ça ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, sur le marché français ou international, mais déjà français, est-ce que les boîtes B2B, elles arrivent bien à utiliser l'événementiel en salon ? Et si elles l'utilisent mal, en fait, qu'est-ce qu'elles font qui n'est pas adapté selon toi ? Alors ça dépend de la stratégie qu'elles ont. Finalement, quand on veut participer à un salon, soit on veut faire du branding,
donc on veut développer sa notoriété, soit on veut faire du business. Alors généralement, on aimerait faire les deux. Ah ouais, c'est ça. Beaucoup se consolent en se disant on a fait de la notoriété, parce qu'il y a peu de business. Quand j'échange avec des partenaires ou d'autres personnes qui font des salons, généralement ils disent voilà, on fait de la notoriété, ça permet que nos concurrents sachent qu'on existe, ça permet d'avoir quelques leads, ça permet de peut-être croiser 2-3 investisseurs, peut-être des analystes, mais il y a peu de business qui en ressortent. C'était notre cas aussi avant. Quand on a commencé l'événementiel en salon, on avait un ROI qui était très faible, voire pas de ROI. Et donc, notre lot de consolation, c'était de dire on y va quand même parce que ça nous permet d'avoir de la notoriété. Du coup, est-ce que c'est du post-rationalisé tout ça? C'est une fois que tu as fait, est-ce que les marques, notamment par exemple dans votre situation à vous, à l'époque vous vous disiez ok, on va faire de l'événementiel en salon pour le branding, ou c'est à la fin des événements ou à la fin de l'année vous vous dites finalement c'était pas ouf, c'était pas ce qu'on souhaitait faire, mais heureusement on fait du branding. C'est quoi un peu comment vous l'avez C'est plutôt effectivement l'autre consolation. Okay. Donc en mode j'ai pas fait de ROI, mais du coup j'ai fait du branding. Okay. Et en fait ça c'est dû finalement à la préparation. Aujourd'hui on a complètement changé notre manière d'appréhender les salons, et aujourd'hui on y va clairement pour faire du business, et on en fait du business. On a un ROI visé entre x3, x4 par rapport à l'investissement par événement. Okay. Minimum. Donc ça veut dire que ça rapporte vraiment du business, quoi. On ne met pas de l'argent pour se faire plaisir. Ouais, juste pour le branding. Et toi, quand tu parles justement avec tes pairs, tu as l'impression que le niveau de maturité, en tout cas en France, les boîtes B2B, elles sont très orientées encore en fait de l'événementiel pour du branding, ou elles ont bien compris que si on le préparait bien, on pouvait faire de l'événementiel avec un objectif de revenu et donc plutôt de héroïste? Quand je parle avec mes pairs, beaucoup boudent les salons. Ils boudent les salons parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Okay. Et moi, quand je vais sur les salons et que je vois les autres stands, je comprends qu'il n'y ait pas de ROI. Okay. Parce que l'attitude qui est la stratégie ou la manière dont est appréhendé le salon par les personnes que je croise, c'est pas la bonne attitude. Okay. Et donc, mécaniquement, il n'y a pas trop de ROI derrière. Ok. Bon, alors avant de rentrer dans ce sujet-là, il y a une dernière question que je voulais te poser. Que je trouve hyper intéressante, c'est justement la bascule entre avant on faisait des événements qui n'étaient pas héroïstes et maintenant on fait des événements qui sont héroïstes. Tu as dit que ce qui était important c'était la préparation, sauf qu'en fait il faut bien qu'il y ait un déclencheur, il faut bien qu'il y ait un... En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes où vous vous êtes dit, parce qu'en fait si on écoute aussi ce que tu disais juste avant, vous auriez très bien pu vous dire mais en fait ça fonctionne pas, on va faire autre chose. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, j'en sais rien, qui fait que vous êtes dit ok, non, on n'abandonne pas les salons parce qu'on sait que c'est pertinent pour nous, mais on va le faire autrement. Du coup on retourne dans le passé là. Ouais. Mais ça m'intéresse un peu de savoir ce qui s'est passé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui peuvent être dans cette situation de se dire ça fonctionne pas, et finalement c'est peut-être juste un sujet de mindset ou de compréhension de ce qu'est un bon événement en B2B. Alors c'est une bonne question, parce qu'en plus on avait peu de ROI, mais on avait utilisé énormément de tricks. Ok. Ça veut dire qu'on était capable de faire 1000 leads sur un salon, okay. Et on n'avait pas de ROI. Ça convertissait pas après. Ça convertissait pas. Que ce soit parce qu'on faisait gagner un iPad, on mettait des tirages au sort, on mettait des granitas, on se mettait derrière les agents de sécu et on scannait aussi tout le monde. Enfin, okay. On a fait plein de tests, tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc les leads on en avait, enfin en tout cas des scans on en avait. Okay. Maintenant ça convertissait pas. Et effectivement j'ai échangé avec avec une société où j'avais le sentiment, en fait, leurs équipes commerciales sur le salon n'avaient pas la même attitude que la nôtre. Et donc, en discutant avec leur DG, il m'a donné la manière dont ils fonctionnaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à appliquer. Donc, on va peut-être en parler après. Ouais. Mais finalement, en appliquant ça, plus d'autres choses qu'on a mis en place, maintenant, on a du ROI sur nos événements. Donc, effectivement, il y a eu un déclencheur en discutant avec des gens où j'avais le sentiment qu'ils avaient des bonnes pratiques. De loin, je voyais bien que sur ce qui se passait sur leur stand, c'était pas comme nous, et comme les autres. Et donc, je me suis dit, tiens, faut que je parle avec lui et qu'il m'explique, quoi. Et par curiosité, ces personnes-là, c'était des concurrents directs ou même pas nécessairement? Pas concurrents, mais dans notre secteur, pas forcément concurrents directs. Oui, donc en fait, quand même, pour avoir pour comprendre qu'il y avait un truc qu'il fallait faire autrement, ça s'est passé par j'ai vu qu'il se passait autre chose ailleurs. Et je vais quand même aller demander ce qui s'est passé pour qu'il m'explique.
Ouais, tout à fait. Ok, hyper intéressant. Ok, bah là, du coup, moi, j'ai envie qu'on parle de la préparation, parce que tu as dit ce qui était important, c'était la préparation. Oui. Pour un néophyte comme moi, et je suppose qu'il y a plein de personnes qui aussi n'ont pas ou au contraire doivent être dans une situation de on fait de l'événementiel mais on n'a pas les résultats qu'on veut. Qu'est-ce que tu regroupes derrière cette notion de préparation d'un événement quand on veut faire de la croissance, quand on veut faire du revenu avec ça? Alors, il y a plusieurs points. Le premier, comme je disais, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire cet événement. Est-ce que c'est du branding? Enfin, finalement, est-ce que j'y vais avec une intention de branding ou une intention de business? Je ne vais pas l'aborder de la même façon. Là, si on y va sur une intention de business, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse tous, échanger Enfin, faut pas se tromper déjà sur l'événement sur lequel on va. Moi, dans mon secteur, donc secteur RH, il y a pas mal d'événements. Il y a des événements où clairement, si j'y vais, en fait, mon ICP, mon persona, il peut y avoir mon persona, mais pas mon ICP, donc c'est peut-être des boîtes beaucoup plus grosses que ce que je suis capable d'adresser. Donc en fait, j'ai pas d'intérêt d'y aller. Par contre, mes commerciaux ne me parlent que de cela, parce qu'ils ont les yeux qui brillent et qui me disent « Ah, il faut absolument qu'on soit là-bas, ça serait génial, il y a un tel, un tel, un tel. » Oui, mais en fait, quand je parle avec les organisateurs, il n'y a que 20% de ma cible qui va à cet événement, donc j'ai pas d'intérêt d'y aller. Alors que j'ai d'autres événements peut-être un peu plus petits, qui font moins briller les yeux des commerciaux. Mais par contre, là-dessus, j'ai 80% de mon ICP, donc en fait, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Donc déjà, il ne faut pas se tromper sur les événements que tu vas cibler. Et comment tu l'identifies ça, typiquement, pour 2025? Vous faites l'année d'avant, alors maintenant, ça fait quelques années que tu es chez PeopleStar, donc tu as une vision complète un peu des événements, etc. Mais en fait, la bonne méthode, ce que tu dis, c'est il faut que tu sois capable d'identifier tous les événements qui vont se passer peut-être dans l'année, dans le trimestre, dans le semestre. Et ensuite, le premier travail, c'est de valider est-ce que mon ICP est présent là-bas. Tout à fait. Et pour faire ça, la méthode, c'est quoi? C'est d'aller parler avec les organisateurs, de leur demander qui va venir? Alors, en fait, il faut demander aux organisateurs. Après, tu te doutes qu'ils vont te vendre le truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu peux pas te fier que à eux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parle aux organisateurs, parce qu'ils ont quand même une belle plaquette, c'est quand même pas mal. Et puis, tu vois, ça me permet, là, par exemple, de déqualifier directement un événement. Quand ils m'annoncent qu'il n'y a que 20% de mon ICP qui va, bon, bah, je déqualifie. Okay. Après, je vais regarder la liste des personnes qui étaient présentes, enfin, des exposants l'année passée, et puis je vais en contacter quelques-uns qui ne sont pas mes concurrents, okay, en leur demandant bah, qu'est-ce qu'ils en pensent. Essayer de voir si sur les années passées, si ça fait un certain temps que l'événement existe, est-ce qu'il y a du repeat? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui viennent? Parce que s'ils viennent, il y a peut-être un intérêt. Les mêmes personnes, c'est les mêmes boîtes? Exposants, les mêmes exposants, ouais. Okay. Et enfin, nous, on a 70 partenaires chez PeopleSphere, parce qu'on revend aussi des éditeurs. Donc, je vais parler à mes partenaires en leur demandant, bah, OK, toi, tu y vas pas? Est-ce que tu y es déjà allé? Donc, finalement, je vais sourcer plusieurs canaux, ceux qui créent l'événement, les gens qui y sont allés, mes partenaires. Okay. Et puis, c'est un petit milieu, donc des fois, j'ai des concurrents avec qui on discute aussi, et puis finalement, ça permet d'avoir des infos. Et en benchant tout le monde, bah, ça me permet de faire une bonne moyenne et savoir si oui ou non il faut que j'y aille. Alors que si je vais en voir qu'un, si je vais voir un concurrent, je ne peux pas prendre par argent comptant ce qu'il m'a raconté. Un partenaire, il peut vouloir se faire mousser. Celui qui fait, bah, il a besoin que je vienne pour que je paye. Donc finalement, voilà. Tu as besoin d'avoir plusieurs sons de cloche. Mais alors du coup, par contre, ça demande quand même un gros travail de préparation. Enfin, c'est assez... ça demande il y a un gros travail initial, oui. D'échange, etc. Par contre, de ce que je comprends, une fois que tu l'as bien fait, une fois fortement, et après, si tu continues à le faire un petit peu au fil de l'eau, du coup, le travail est moins dense plus le temps avance, parce qu'en fait, tu commences à te constituer ton réseau d'événements quali, etc., etc. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on parle aussi à nos clients. Okay. Est-ce que nos clients vont sur des événements, et si oui, lesquels? Quand vous leur parlez, c'est dans quelle situation? C'est, je sais pas, vous avez des questionnaires annuels c'est dans les échanges avec l'équipe Success, par exemple? Ouais, c'est échanger avec l'équipe Success. Donc, c'est soit il y a l'échange avec l'équipe Success. Ça peut être quelque chose qu'on met aussi dans un formulaire annuel. Ouais. Mais on a aussi quelqu'un au marketing, un customer marketing. Et donc, son rôle, c'est d'aller parler aux clients pour pouvoir sortir les ROI qu'ils ont eu avec notre solution. Et puis, on essaie de glisser des questions qui peuvent nous intéresser pour reboucler avec le market. Ok. Et donc, il y a dans cette notion de préparation, il y a le fait de savoir si l'ICP est bien présent. Exactement. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses clés? Ouais. Une fois que tu as défini que tu veux aller sur ce salon, tu as toute la partie emplacement. Ok, donc emplacement, c'est où tu te trouves dans le salon. Où tu te trouves dans le salon. Ok. Ça, c'est important d'avoir un emplacement stratégique, où en fait, un emplacement stratégique, c'est un emplacement qui va drainer du flux. Proche de l'entrée, à la sortie de conférence, pas trop loin des toilettes,
pas trop loin des emplacements où il y a de la nourriture. Enfin voilà, déjà il faut arriver à se mettre peut-être pas loin d'un gros éditeur de ton marché, si c'est pas toi le leader, qui lui va drainer du flux, donc que tu puisses récupérer les gens à la sortie. Voilà, donc en fait, il faut déjà trouver. Première chose, typologie d'emplacement. Nous, on veut toujours à minima un 3 voies. Donc c'est-à-dire, 3 voies, il y a 3 entrées possibles. voilà, en fait, on est sur 3 allées. Ok. Donc ça me permet de pouvoir récupérer des gens de 3 allées et pas que d'une allée, Ok. si j'ai qu'une voie. Donc voilà, donc il y a ça, et puis après il y a toute la partie messaging. Il faut qu'on définisse notre message. Qu'est-ce qu'on va placarder finalement sur notre stand pour cet événement ou pour l'année ou pour la campagne qu'on veut faire spécifiquement. Okay. Donc ça c'est la préparation dite plutôt marketing. Après j'ai toute la préparation BDR. Donc nous notre particularité c'est que les BDR/SDR, ça dépend comment tout le monde veut les appeler, ils sont au marketing. Ok, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Et donc, comme ils sont au marketing, déjà, on a un temps de traitement de nos leads digitaux qui sont très rapides, parce que forcément, ils doivent appeler dans les 10 minutes. Okay. Ils ne sont pas dépendants d'équipes commerciales. Okay. Ce qui fait que, finalement, ce qu'on envoie aux commerciaux, ce n'est pas des leads, mais c'est des opportunités ultra qualifiées. Mon BDR a peut-être fait 2-3 rendez-vous avec la personne avant de planifier le rendez-vous avec le sales. Et donc, le BDR, on fait des jeux de rôle. Donc, on va faire des jeux de rôle avant l'événement. Ok. On fait un jeu de rôle une semaine avant et la veille. Et en fait, dans ce jeu de rôle, c'est le message qu'a donné le marketing. Est-ce qu'ils l'ont bien digéré? Est-ce qu'ils le maîtrisent bien? Et puis surtout, parce que le plus dur, c'est comment j'accoste des gens. Lors de l'event. Lors de l'event. Donc, on fait en fait des mises en situation. Il y a des BDR clients, il y a des BDR. Et ils s'accostent mutuellement, et puis ils débriefent. Et en fait, l'idée, c'est que le BDR, le jour J, le matin, il soit attaqué. Okay. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que généralement, la première demi-journée, c'est là où il y a le plus de visiteurs. Okay. Mais c'est aussi le moment de chauffe de ton équipe. Donc ça veut dire que ton équipe, elle n'est pas chaude, et c'est là où il y a le plus gros flux qui arrive. C'est dommage. Oui, et du coup, ce que tu dis, c'est qu'en fait, même les autres concurrents, etc., leur équipe, elle est pas chaude. Donc, si vous êtes ultra chaud là, c'est le moment où vous pouvez avoir le plus de performance. On peut capter un maximum de personnes. Okay. Et notre stratégie, c'est justement, les BDR sont pas sur le stand. Ils sont dans l'allée, dans les 3 allées, devant le stand, bien sûr. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas une personne qui passe dans notre allée à qui on n'a pas parlé. Ok, donc en fait, ils sont placés à toutes les entrées strates. Et à chaque fois que quelqu'un arrive, leur objectif... Enfin, ils arrêtent tout le monde. Ils vont accoster. Ils vont accoster. Ok, on est à la limite des techniques de drague ouais. Dans la rue, en fait. C'est un peu ça, c'est carrément ça. Ils sont ultra proactifs. Juste avant, on parlait de l'emplacement. Il y a aussi un point qui est important, c'est la manière dont on construit notre stand. Et d'ailleurs, j'avais même une petite question intermédiaire sur ça. Peut-être que c'est bête comme question, mais... Donc, vous avez un peu votre portrait robot de l'emplacement idéal. Mais comment tu fais pour le... Je suppose que tout le monde veut un peu les mêmes emplacements. Donc, il y a une négociation? C'est qu'une question de prix? Enfin, comment ça se passe, justement, le choix de l'emplacement? Alors souvent, en fait, les emplacements, quand tu regardes une carte, c'est juste des carrés. Okay. Et après, soit tu as les moyens de prendre le carré entier, okay. Soit tu prends des morceaux de carré. Et donc tu peux segmenter dedans. Et puis en fonction de ton budget, effectivement, soit tu as les moyens de prendre le carré, soit tu prends une petite partie d'un carré, ou voilà. Et puis après, il faut voir effectivement où c'est positionné. Et tout ça, tu le vois avec l'organisateur au moment où tu te décides. Donc plus tu prends tôt, plus tu as le choix. Et plus tu prends tard, plus peut-être tu auras un prix intéressant. Si prendre tôt, ça veut dire quoi pour toi? On réserve d'une année sur l'autre. Ok. Typiquement, genre tu termines ton événement, tu réserves ton emplacement. Je démarre mon événement, je réserve mon emplacement. Ouais. Ok. Au début de l'événement. Ok. Directement, on va parler avec les commerciaux et on se dit, on veut tel emplacement, etc. Ok. Ouais, donc c'est quand même ça demande une sacrée orga parce que ça se fait pas au dernier moment. Ouais, tout à fait. Ok. Ça, c'est un point. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui font de l'événementiel, qui arrivent sur ces salons et qui en fait n'ont pas le niveau de préparation. Ils ont l'impression que peut-être 5-6 mois ça suffit, et en fait c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Ok. Et tu as parlé, juste avant de revenir sur la partie SDR, BDR, mais tu as parlé du message. C'est quoi un peu votre approche? Est-ce que... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs options, mais toi, tes meilleures recommandations. Est-ce que vous avez des messages spécifiques par event? Par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a tel ICP ou tel truc, donc du coup,
vous adaptez. Est-ce que vous adaptez vos messages lors de l'événement aux campagnes marketing générales que vous avez? C'est quoi un peu l'approche? C'est par rapport à l'ICP, au persona qu'on va avoir Ok, sur donc tu le... réadaptes ton message à On chaque réadapte, fois? ouais. Ok, ok. Et typiquement, je t'ai pas demandé, mais chez PeopleSphere, vous faites combien d'events par an? On fait une petite dizaine. Une dizaine. Donc ça veut dire que tu dois préparer 10 approches de messages, 10 messaging, un peu différents. Alors, pas forcément autant, parce que l'ICP, donc finalement, la taille de société reste notre cible, c'est la même. Ouais. Après, on a deux personas. Ok. Donc, soit les DSI, soit les DRH. Donc, finalement, sur l'année, on va définir le message qu'on veut pour les DSI, le message qu'on veut pour les DRH. Et puis, en fonction du salon, on adapte. Ok. Après, si on voit sur un salon que ça fait un flop, on ajuste. Mais généralement, on garde le même message pour tous les salons DSI, tous les salons DRH. Ok, hyper clair. Donc, si on revient sur la partie, donc sur la partie préparation, on a le choix du salon, on a la partie messaging, on a la place de où est-ce que se trouve l'emplacement. Et donc là, on parlait de comment toi tu préparais l'équipe SDR. Donc ce que tu dis, c'est que tu les fais bosser c'est des jeux de rôle, tu fais ça 10 jours, une semaine avant. On fait ça une fois, ça dure à peu près 2 heures, hein, une fois, une semaine avant. Comme ça, ils se réhabituent et ils se réchauffent. Et puis, on fait la veille. Ok. Et donc, comment tu le prépares ça? C'est toi qui bosses avec eux pour préparer les situations? C'est eux qui le font en autonomie? Vous reprenez les situations que vous avez fait il y a quelques semaines ou à chaque fois vous réadaptez des situations nouvelles? Alors, au début, c'était moi avec les équipes. Maintenant, j'ai un team lead BDR, donc c'est lui qui est en charge complètement de ça. Effectivement, ils ont déjà fait la plupart des salons. Donc, on a déjà une bonne liste d'objections quand on va accoster quelqu'un et qui essaye de passer. Donc, voilà, ils traitent... ils font toutes ces objections-là et puis après, ils en inventent. Ils sont imaginatifs Ils continuent à enrichir le truc. Bien sûr, c'est l'idée, Ok. ouais. Ah, c'est stylé. Et donc, sur cette partie-là, il y a un truc qui est intéressant, c'est finalement vous aviez des SDR avant quand vous étiez en mode les salons fonctionnent pas? Non. Ok, donc déjà, l'un des gros moves, ça a été de se dire, si on veut avoir du salon héroïste, il faut qu'on ait une équipe intégrée au marketing de SDR, enfin des gens qui vont aller créer le contact. Alors, le move, c'est pas fait dans cet ordre-là. En fait, le move, c'est fait... là, on est chez PeopleSphere. Avant, on avait créé Mon Portail RH. Mon Portail RH, c'était plutôt sur de l'ICP petite société. Okay. On était full inbound. Okay. 100% du business, c'était inbound. On faisait trop de leads pour nos commerciaux. Donc, nos commerciaux n'arrivaient pas à traiter les leads dans les temps. Donc, soit ils closaient, soit ils traitaient les leads, mais ils ne pouvaient pas faire les deux. Et là, j'ai commencé à recruter un premier SDR pour faire un filtre et pour envoyer que de la qualité. Et c'est comme ça que c'est né, finalement, le fait de se dire, il y a les SDR. Entre-temps, Mon Portail RH a pivoté pour devenir PeopleSphere. On s'est recentré sur de l'ETI. Qui dit ETI dit on ne peut plus faire du full inbound, on a besoin de faire aussi de la prospection. Donc, mécaniquement, comme mon SDR, quand on avait du temps libre, il faisait de la prospection, c'est moi qui ai créé le pôle prospection. Et puis, maintenant que j'avais ces SDR, BDR chez moi, c'est eux que j'envoyais sur les events. Okay. Et je les envoie en priorité par rapport aux commerciaux. Les commerciaux viennent s'ils y voient un intérêt. Mais pour moi, ce n'est pas requis qu'ils soient présents. Soit ils ont pris des rendez-vous avec des prospects avec qui ils travaillent, avec qui ils essaient de travailler, et justement, ça va être un point de contact. Donc, le commercial vient et il ne perd pas son temps. Mais il n'a pas besoin de venir pour juste attendre et espérer parler à des gens. Ça, c'est le rôle des BDR. Okay. Et aujourd'hui, typiquement, chez PeopleSphere, la taille de cette équipe de BDR, elle fait quelle... Ils sont 6. Donc, et c'est-à-dire que du coup, maintenant, combien tu positionnes pour que ce soit vraiment performant? Il t'en faut combien des BDR sur place? Les 6? Je les mets tous. Tu les mets tous, ouais. Ok. En fait, pourquoi je les mets tous? Parce qu'en fait, un événement, il fonctionne par vague. Où en fait, les gens viennent pas assez rarement pour parler à des commerciaux qui vont te vendre un logiciel. Ils viennent parce qu'ils ont vu des super confs et ils veulent assister aux conférences. Okay. Ce qui fait que quand il y a des conférences, le salon est vide. Okay. Donc en fait, tout le monde attend. Ou parle avec 2-3 personnes qui se baladent, mais en gros, tout le monde attend. Par contre, les confs se libèrent. Il y a un afflux de personnes qui, du coup, là, peuvent venir sur ton stand. Et en fait, il faut que tu aies du monde pour pouvoir les recevoir. Parce que si quelqu'un vient sur ton stand et qu'il n'y a personne de dispo, oui, qu'il attend il va à côté. 10 minutes pour parler, c'est compliqué. Il va à côté. Donc, c'est important qu'il y ait du monde. Okay. Donc, d'ailleurs, j'ai tous les BDR, donc les 6, et j'ai aussi tout le marketing, les 6 aussi, qui sont présents. Il y en a, alors chacun a son rôle. Il y en a, ils sont présents pour s'occuper de toute la partie communauté. Enfin, être sur LinkedIn, faire des posts, qu'on gagne de la visibilité.
Il y en a, ils ont leur rôle d'aller parler avec des partenaires. D'autres de faire plutôt du product marketing, donc de voir un peu les concurrents, parler avec des gens un peu aléatoires dans les salons, enfin dans les allées. Ouais. Pouvoir Capter des feedbacks. Exactement. Donc voilà, donc chacun a son rôle. Moi, mon rôle, c'est que le BDR, il parle avec un maximum de prospects. Donc quand il identifie au bout de 5 secondes que c'est quelqu'un qui veut un partenariat, qui cherche un job, peu importe, c'est à moi qui l'envoie. Direct, il le redirige vers toi. Il me l'endirige direct. Ok. Il ne faut pas qu'il perde de temps. Pour nous, c'est tellement important. Enfin, pourquoi c'est important ? C'est important parce que en 2 jours de salon, on fait l'équivalent de 2 mois. On prend 2 mois de rendez-vous en 2 jours. C'est énorme. En 2 mois de prospection. Donc le BDR qui fait normalement de la prospection pendant 2 mois, il fait X rendez-vous. Là, en 2 jours, il va en faire autant. Donc il a tout intérêt que sa journée soit maximisée. Oui, parce qu'il sait qu'il est en train de remplir son calendrier des prochaines semaines. Là. Et puis il remplit le pipe de la boîte. Donc, Ouais. Et moi, j'ai pas d'intérêt qu'il perde du temps à parler avec quelqu'un qui veut peut-être faire un partenariat ou qui veut vendre un truc, vendre un truc, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent pour te vendre des choses. Donc moi, je suis là pour traiter ça notamment. Ok. Après, je parle aux analystes, je parle aux investisseurs. Enfin. Ouais. Et comment vous... c'est quoi un peu, toi, tes tips pour justement aller maximiser l'impact de chacun ? Est-ce que tu utilises d'autres... Il y avait une question qui avait été posée par Jessica de la communauté, c'est aussi comment tu trouves le bon équilibre entre les actions que tu fais lors de l'event et des actions peut-être un petit peu plus de digital. Est-ce que tu as déjà, à ce stade-là, avant, pendant, on n'est pas encore trop sur le après, là, mais le avant, pendant, est-ce que déjà il y a des actions de digital que tu mets en place ou d'autres actions marketing qui sont ultra pertinentes et ultra importantes pour justement que ce soit vraiment performant ce que vous faites ? Ouais. Dans les 3 piliers de préparation, effectivement, il y avait donc il y a l'emplacement, il y a les BDR, et puis il y a la communication. Et donc sur la communication, on va, en fonction des événements, des fois on peut récupérer gracieusement la liste des gens qui se sont inscrits. Donc là, on va faire un mailing de communication. Des fois, on est obligé de scraper. Parce qu'on peut, donc on le fait. Des fois, on peut pas. Bon, alors là, c'est plus compliqué. Mais donc, dans tous les cas, on essaie de trouver un moyen pour pouvoir avoir accès à cette base de données. On fait de la communication sur le fait que on va être présent, on va pousser des choses, on essaie d'en faire aussi un événement dans l'événement. On va annoncer une nouvelle fonctionnalité, on va annoncer quelque chose de nouveau. C'est ce que j'allais te demander. En fait, quelle histoire tu racontes aux gens ? Est-ce que chaque nouvel événement, tu dois créer une raison de venir vous voir ? Ou est-ce que, du coup, tu le dis un petit peu comme ça, ou est-ce que le fait que tu aies une équipe de SDR ultra performants qui vont aller créer des connexions avec tout le monde, ça suffit pour que ce soit efficace ? En vrai, je pense que tout est basé sur les SDR. Ok. Oui, et donc toi, dans ta communication, finalement, l'autre question que je me posais, c'est aussi à quel point tu joues le jeu, ou plutôt à quel point c'est important de jouer le jeu de l'événement. Donc, je sais pas, ok, t'es placé sur le salon, mais je sais pas, d'être intégré dans une des confs, ou de faire des choses, des animations, etc. À quel point c'est important pour le succès de ton event, ça ? Alors, les conférences, c'est un vrai sujet. On en a testé pas mal. Pour moi, la conférence, elle rentre plutôt dans le bucket notoriété. Okay. Tu veux faire de la notoriété, tu as besoin d'une conférence. Après, c'est pas ça qui va te générer du lead. Parce que tu as 2 types de conférences. Tu as des conférences qui sont démo produits. Okay. Bon, généralement, il n'y a pas grand monde. Oui, les gens, ils viennent pas pour ça. Ils viennent pas pour ça. Donc là, tu as juste cramé un billet pour qu'il se passe rien. Et puis après, tu as des conférences où tu vas apporter de la valeur. Mais finalement, c'est des conférences sur lesquelles tu vas pas parler de ton produit. Donc les gens, ils sortent de cette conférence, ils ont appris des choses, ce pourquoi ils sont venus, parce qu'il y a eu un intervenant qui était top, parce qu'il y a eu une table ronde, il y a eu machin, mais ça génère très peu de trafic sur ton stand. Okay. Donc finalement, les conférences, c'est bien pour la notoriété, parce que voilà, on a vu PeopleSphere à tel événement, mais encore une fois, c'est pas ça qui va me générer du trafic sur mon stand. Ok, et c'est le même sujet pour tout à l'heure, tu parlais au départ, dans les premières années de PeopleSphere, des tricks, des animations, des choses, etc., de plein de techniques que vous avez mis en place qui étaient en fait, qui généraient plein de leads, mais qui finalement n'étaient pas si pertinentes que ça. Aujourd'hui, c'est même plus dans votre stratégie de faire ça. Ah, de faire tous les tricks ? Ah ouais, non, on fait plus du tout. C'est terminé, ça. Ah, plus du tout. Okay. Nous, on n'a pas de goodies, on donne pas de crêpes, et non, on fait pas ça. Donc tu montes ton stand, tu te focuses sur le message pour que ce soit clair, pertinent, etc. Alors j'ai un point important sur le stand. Ouais, vas-y. On a une particularité sur notre stand, tu peux pas t'asseoir. Ok, pourquoi ? Le stand est monté pour que personne ne puisse s'asseoir. Ok. Pourquoi ? Parce que mettre un canapé sur son stand, en fait, le client est beaucoup trop timide
pour venir spontanément aller s'installer sur un canapé, Ouais. en se disant qu'en plus il va se faire accoster par un commercial Ah, ça, c'est sûr. dont il n'a pas envie de parler. Donc, ça sert à rien. Donc, du coup, qui s'assoit? Tes équipes. Ok. Sauf que moi, je paye très cher un événement pour que mes équipes parlent à des prospects et pas pour qu'ils s'assoient sur un canapé. Donc, en fait, on est tous debout pendant 8 heures. Oui, ça pousse le dynamisme. Ça pousse le dynamisme. Donc, que ce soit les BDR, que ce soit moi, que ce soit... Enfin, voilà, tous ceux qui sont présents, on est tous debout. Sauf, on est sympa, on a un petit pôle démo, et donc on a 3 avant-ventes qui, eux, ont un siège, chacun. Mais normalement, ce siège, ils sont censés l'offrir gracieusement au client, pour que le client, du coup, puisse lui rester plus longtemps, à assister à la démo, poser des questions, enfin, quand je dis client, prospect. Voilà. Mais l'idée, voilà, c'est que toute équipe, finalement, soit dans le même dynamisme où on reste debout et puis on n'est pas là à rien faire, on va parler aux gens, quoi. Ok. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, rien que. Et finalement, c'est du bon sens, hein. Mais. Et ça, du coup, petite question. Au tout départ, chez PeopleServe, vous aviez de quoi. Vous aviez mis en place des choses pour que les gens puissent s'asseoir? Ouais, on avait, comme beaucoup, Le salon. un desk. Ouais. Tu vois, un desk. Donc nous, on n'a pas de desk, hein, c'est pareil, tu peux pas te cacher derrière un desk. Ok. En fait, c'est ultra ouvert en mode... Enfin, c'est ultra ouvert et c'est surtout fait en sorte qu'en fait, on soit obligé d'être sur la moquette. Ok. Parce qu'en fait, on met en place une grosse structure qui fait qu'il n'y a pas de place sur notre stand. Donc tu peux pas te cacher, entre guillemets, cacher, même si c'est pas volontaire, mais passer un peu inaperçu, c'est pas possible. Donc tout le monde est sur la moquette. Ce qui fait que du coup, tu crées aussi du people sur ton allée. Et en fait, le monde attire le monde. Donc en plus, il y a des gens qui passent en se disant, bah tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et donc, toi, ça te permet d'accoster plus de personnes. Et donc, c'est positif, quoi. Pour Et tout le du monde. coup, je me demandais, là, justement, dans cette grande. Les SDA, quand ils vont accoster, eux, leur objectif, c'est de booker un rendez-vous. Mais je suppose qu'ils ont aussi un objectif d'efficacité pour booker le rendez-vous, pour aller parler à un maximum de personnes. Comment tu les briefes sur ça? Comment tu les. C'est quoi? Est-ce qu'ils ont. En fait, ils sont même objectivés. Quand tu parles à quelqu'un, ok, tu les rediriges, mais une fois que tu as trouvé un bon prospect, combien de temps tu te donnes pour essayer d'aller booker ce rendez-vous? Enfin, comment il fonctionne? Ouais, très bonne question. On a 2 KPI maîtres pendant l'event. Ok. Et le premier qui compte, parce qu'on organise aussi un challenge, c'est pas des BDR, on organise un challenge pour l'événement. Ce challenge, ça fait que le BDR qui gagne le challenge aura un cadeau. Et en fait, ils doivent booker des événements sur place. Donc ça veut dire que pendant qu'ils parlent avec la personne, ils ouvrent leur agenda, le prospect ouvre son agenda, et il cale un meeting. Ok. Ça compte pour un meeting. Ok. Et ce meeting doit être booké dans les 30 jours. Ok. Donc, si le prospect dit ouais, dans 2 mois et demi, Bon, déjà, ça sent pas spécialement ouais, bon. ça sent pas bon. Ouais. Mais bon, tant pis, ça comptera pas dans le challenge. Ok. Donc, tu peux. Et ça te Oui, fera oui. sans doute une opportunité et tu feras une commission. Donc, tu seras quand même content. Mais voilà, dans le jeu qu'on organise, c'est dans les 30 jours. Et après, ce qui va être comptabilisé, c'est tous les meetings où il n'y a pas eu de no-show. Ok. Parce que si je book des meetings Oui, que personne ne et vient. que personne ne vient, ça sert à rien. Donc, c'est tous ceux où il y a vraiment eu un échange. Après, il y a une opportunité ou pas. En tout cas, c'est ça qui va compter et que le manager va checker pour attribuer le gagnant. Donc, le premier, c'est combien de rendez-vous je prends sur place avec des prospects. Et le deuxième, c'est combien de leads également je scanne. Parce que tous les gens avec qui je parle, je ne vais pas arriver à prendre un rendez-vous parce qu'ils vont esquiver, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils courent à la conf, machin, mais je suis arrivé à scanner et il y a tu peut-être un scannes, ça veut sujet. dire quoi? Enfin, question bête, mais. En fait, c'est une très bonne question. Généralement, les organisateurs mettent à disposition, en payant, un outil de scanning sur ton téléphone. Donc en fait, tout le monde a un petit badge Ok, tu autour du récupères cou les infos comme ça. et tu peux récupérer les infos. Ok. Là d'ailleurs, on a testé un outil qui s'appelle Localista, Ok. et en fait qui te permet donc de scanner, mais qui en plus embarque un leaderboard. Donc un leaderboard, c'est une sorte de tableau de classement. Ok. Donc ce qui fait qu'en temps réel, l'ensemble de l'équipe peut se challenger entre elles parce qu'ils voient qui a mis combien de rendez-vous et qui a mis combien de leads. Ok. Donc il y a 2 classements qui se mettent en parallèle. Et ça a beaucoup joué. On a fait un salon là il y a un mois. Et en fait, tout le monde était super content d'avoir cette petite nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas précédemment. C'est marrant parce que du coup, je l'avais pas identifié en préparant l'épisode, mais en fait, l'une des questions que je me demandais, c'est quand l'événementiel est aussi important dans ta stratégie, tu vois, tu me dis que c'est générateur de 25% du revenu, que tu en fais 10 par an.
que du coup, tu as une équipe qui est constituée, etc., et que c'est bien préparé, il y a un enjeu aussi de garder la motivation, de garder la dynamique. De ce que je comprends, l'un des leviers ou l'une des manières de faire, en fait, c'est un aspect un peu compétition, gamification, Bien qui a sûr. l'air d'être hyper important dans ce que vous faites. Tout à fait. Et comment vous l'avez... C'est venu naturellement, ça, ou c'est au fil du temps? Il y a eu une demande peut-être des BDR, ou vous avez vu la concurrence qui faisait ça? Comment ça s'est passé? C'est venu assez naturellement. Mon team lead BDR, c'est un ancien commercial. Ok. Donc voilà, il est déjà dans le challenge. Ouais. Et donc lui, spontanément, il a eu l'idée de dire, bah tiens, je vais faire un challenge pour mon équipe. Ok. Ça va être sympa. Ils vont se tirer un peu la bourre. Et puis après, on a eu là la solution qui nous a contacté avec ce leaderboard. Et là, on s'est dit, ok, ça va être game changer parce que normalement, tu relèves les compteurs, tu vois, à mi-journée. Oui, alors ou... que là, c'est le temps réel. Là, c'est temps réel. Ok. Et puis même pour le manager, finalement, il peut aussi se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi un tel arrive pas à faire autant que les autres, pourquoi il est loin derrière, et puis peut-être aller faire un point avec lui, refaire peut-être un jeu de rôle s'il y a un problème pour accoster les gens, peut-être se mettre à côté pour écouter la manière dont il fait, et puis le réaiguiller pour qu'il reparte dans le jeu rapidement, et pas attendre la fin de journée. Ouais. T'as que 2 jours, encore une fois. Oui, c'est ça en fait. Et justement, j'allais te demander, alors ça c'était la première question, mais tu as un peu répondu sur quand tu es sur l'event, quels sont les signaux que tu observes pour voir si ça va prendre la bonne direction ou pas? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es plus attentif en disant là, ça fait 2 heures qu'on y est et je sens qu'il y a un truc qui va pas, faut qu'on corrige? Est-ce qu'il y a des signaux particuliers? Les signaux, c'est est-ce que je vois mes équipes parler avec des gens. Donc c'est la création de contact. Est-ce qu'ils arrivent à Alors, mais pas forcément création. Tu vois, même au-delà sans checker l'outil, moi je suis sur place aussi, et en fait je vois, est-ce qu'ils parlent bien avec des prospects, ou est-ce qu'ils parlent entre eux, ou est-ce qu'ils vont parler avec d'autres personnes, d'autres stands, parce que les autres font rien, donc du coup ils ont du temps. Voilà, donc en fait c'est là où on s'assure que tout le monde est bien focus sur on n'a que 2 jours, on est tous là pour remplir son pipe, donc... Ok. Et est-ce que, du coup, autre question, est-ce que ça t'est déjà arrivé, voilà, vous commencez un event, mi-journée, fin de la journée, ça prend pas comme il faut, il y a un truc qui va pas, etc. En fait, limite de changer d'approche stratégique, enfin de revoir, de pivoter légèrement, enfin, qu'est-ce qui se passe lorsque ou plutôt ma question ce serait, quel conseil tu pourrais recommander à des personnes qui se rendent compte que l'événement dans lequel ils ont beaucoup investi se passe pas comme ils le souhaitent après la fin de la première journée? Comment tu corriges le tir dès le lendemain? Qu'est-ce que tu peux leur recommander? En fait, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est ton équipe. Enfin, de ce que j'observe, tout se passe par ton équipe BDR. Ok. En fait, tu vas pas changer ton stand en cours d'event. Non, bah non. Tu peux pas. Enfin, tu peux re-shooter un mailing, mais c'est pas toi qui maîtrise le flux des gens qui viennent. Donc finalement, c'est vraiment la capacité de ton équipe, en fait, à avoir faim. Il faut que ton équipe ait faim ce jour-là. Donc, le matin, on fait un kick-off, on se redonne les objectifs, on réexplique les règles du challenge, on s'assure que tout le monde a bien l'outil qui fonctionne bien, parce que ça aussi, c'est un sujet. Ouais. Si le gars, au bout de 3 heures, il se rend compte qu'en fait, quand il scanne, ça marche pas, donc on check bien les outils de tout le monde, et on s'assure que tout le monde a bien les règles, et on les garde motivés. On les garde motivés pendant l'événement. Okay. On s'est rendu compte des fois qu'il y avait des événements où il y avait moins de trafic que prévu. On va chercher les gens dans les allées, quoi. Donc là, voilà, typiquement, si à un moment il y a moins de trafic, c'est maintenant, on sort de l'allée, vous allez plus loin. Faut aller plus loin. Un peu plus loin. Okay. Faut aller plus loin. Et il n'y a jamais des situations où vos BDR se retrouvent en situation avec les autres BDR et du coup ça crée il y a une allée qui est sur... Les autres le font pas. Ah ouais, ok. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est incroyable. Donc là, ce que tu es quand même en train de dire, c'est que finalement le niveau de maturité, en tout cas en France, peut-être dans ton secteur ou même dans d'autres, sur le sujet événementiel, et en fait, il est pas ultra élevé. En fait, il n'y a pas autant d'entreprises qui utilisent des BDR et qui vont aller créer de la connexion, qui vont aller parler aux gens pendant l'event pour capturer un maximum de flux. Non, et alors, non, déjà, il n'y a pas. Enfin, moi, quand je vois tous les stands qui sont autour de nous à chaque fois, en fait, ils sont cachés derrière leur pupitre. Ouais. Et en fait, du coup, c'est difficile à quelqu'un d'aller parler. Oui, bien sûr, ça crée une barrière. Et puis, il suffit que les 2 commerciaux sur un stand soient en train de parler entre eux. Le client, il va pas venir leur couper la parole. Ouais, bien sûr. Donc, tout de suite, ils perdent du business. Donc, le fait de poster les gens, après, ils tournent. Mais donc, ils sont pas collés côte à côte. Ils sont chacun sur un poste différent. Tes BDR? Mes BDR. Ah oui, tu les mets bien. Ah bah oui. Ah ouais. Okay. Pour s'assurer que du coup,
encore une fois, toutes les personnes qui passent de notre allée parlent avec PeopleSphere. Ok, ça c'est stylé. Petite pause pour vous présenter Unlockem, notre plateforme de formation et communauté à destination des responsables et directeurs et directrices marketing B2B. Notre mission chez Unlockem, elle est ultra simple, c'est accompagner dans leur quotidien les leaders marketing sur toutes leurs problématiques business. Sur Unlockem, on donne accès à des formations qui sont créées par des pairs, donc par les membres de la communauté, sur des sujets stratégiques mais aussi de positionnement, toujours dans une optique d'offrir les meilleurs contenus sur les thématiques marketing. Unlockem donne aussi accès à des contenus, type des templates, des frameworks et des outils, vous pouvez télécharger et réutiliser directement pour votre entreprise. Unlockem, c'est aussi et surtout une communauté. On a plus de 100 membres qui sont issus des plus belles startups et scale-up de l'écosystème. Vous pouvez les voir en live lors de nos office hours. On en organise 3 à 4 fois par mois. On organise aussi des événements. Vous pouvez rencontrer vos pairs, faire du networking et enrichir votre réseau. Globalement, Unlockem, c'est une plateforme complète pensée pour vous accompagner quotidiennement et vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour surperformer dans votre travail. Si vous aussi vous avez envie de progresser, être accompagné dans votre carrière et rencontrer des membres qui ont les mêmes enjeux que vous, je vous invite à nous envoyer un message directement sur notre site web, via LinkedIn ou sous cette vidéo. On se fera un plaisir de vous appeler pour échanger ensemble, découvrir quels sont vos enjeux marketing et vous présenter comment fonctionne la plateforme. Je vous laisse reprendre la vidéo puis je vous dis à très vite. Et tout à l'heure, tu as parlé un peu du fait de l'importance de bien réexpliquer les objectifs. Typiquement, c'est quoi que vous leur, quels sont les objectifs que tu communiques? Donc il y a le sujet du leaderboard, du nombre de remplir le pipe. Le seul objectif que je communique, c'est combien de rendez-vous ils prennent. Donc combien ils doivent prendre? Ouais, combien ils doivent prendre. Individuellement ou au niveau de l'équipe? Il y a les deux. Ok, donc aujourd'hui l'équipe elle doit prendre X rendez-vous et individuellement tu leur dis toi tu dois en prendre X. Ouais. T'adaptes par rapport, je sais pas, à un niveau de performance de chaque profil ou... Non, j'adapte par rapport à l'année passée. Ok. On sait qu'on a fait tant. Bah, c'est le minimum qu'on souhaite faire. Enfin, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on a assez bien optimisé nos events. Donc, on essaie de faire un peu plus. Mais c'est assez difficile de faire plus avec tout ce qu'on a mis en place déjà, quoi. Ok. Après, on pourrait faire plus, hein, en poussant un peu plus la notoriété, en poussant d'autres canaux. Mais donc, ils demandent plus d'investissement. Je ne sais pas si le ROI serait plus fort ou pas. Ok. Donc, à tester. Donc là, on a pas mal parlé du avant-pendant. Maintenant, il y a toute la phase après. Il y a peut-être un autre sujet que j'aime beaucoup, qui est très décrié même dans mes équipes. On a une petite botte secrète, d'un point de vue communication, où en fait, on fait de la pub dans les toilettes. Oh, j'adore. Vous faites quoi du coup? Donc, en fait, devant chaque urinoir ou devant chaque WC, t'as une affiche. Ouais. Donc nous, on sponsorise ces affiches. Ce qui fait que finalement, tous les gens qui vont venir passer la journée, les visiteurs, les concurrents, les investisseurs, les analystes, tout le monde va à un moment passer aux toilettes. Ouais. Et donc va nous voir. Et ça nous génère du trafic aussi. Il y a des gens qui disent qu'ils vous ont vu aux toilettes et qui viennent. Oh, c'est super. Et en fait, c'est tout un sujet parce que ça veut dire qu'il faut mettre un petit peu de côté son ego. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui disent « Ah, mais jamais de la vie » ou « Moi, je veux pas ». Enfin, on a des grandes discussions. Mais en fait, ça marche. Et on a même des gens qui viennent du luxe. Ces gens-là vont aussi aux toilettes. Ouais, bien sûr. Et en fait, ils viennent nous voir en disant « Ah, je vous ai vu aux toilettes, machin. On a exactement le problème que vous avez mis sur l'affiche. Est-ce qu'on peut en parler ?» Et en fait, c'est génial parce qu'en réalité, c'est un super icebreaker. Donc, soit les gens viennent en rigolant, soit ils viennent un peu gênés, soit peu importe la manière. Mais ça crée une émotion, ça crée un truc. Ça crée une émotion et ils viennent et souvent ils nous le disent. Alors, je pense que tous ne nous le disent pas. Bien sûr. Mais souvent, on nous le dit. Mais déjà, si tu as du déclaratif, bah oui. Toutes les personnes qui n'osent pas le dire, tu peux en rajouter 10-15% facile sans problème. Tout à fait. Ok. Et vous jouez encore plus sur le truc, vous mettez une petite touche d'humour, etc. Ou vous êtes quand même très orienté pain solution? Non, on est très pain. Très pain. Ok. Donc ça c'est vrai, c'est le petit. En fait, c'est finalement le seul hack que vous avez conservé en plus de monter une équipe SDR ultra puissante, quoi. Tout à fait. Ok. Donc là, tu as fait tes 2 jours d'event, tu as calé plein de rendez-vous. Il y a aussi finalement une période qui est très importante, c'est en fait finalement quand tu clôtures l'event, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous continuez quelles sont les actions que vous mettez en place pour que ce soit toujours orienté performance ROI? Donc, on a tous les leads qui ont été scannés par les BDR, sachant qu'on a une politique qui est assez stricte, où quand tu scannes un lead, tu dois le recontacter minimum 6 fois, parce que tu as beaucoup de ghosting. Quel que soit le touchpoint? Quel que soit le touchpoint. Mais donc, ça veut dire que si tu as
scanner quelqu'un qui n'est pas intéressant, bah, tant pis pour toi. Ok. Donc ça permet aussi d'équilibrer. Que Ah, le- c'est pour influencer dans les SDR à aller faire du scanning qualitatif. Bah De oui. dire, vu que tu dois le contacter 6 fois, Bien sûr. vu que tu vas devoir le faire, essaie d'aller viser que des gens qui sont. Vise des gens qui vont te permettre de faire une commission. Ouais, ok. Enfin, si tu veux perdre ton temps, tu peux aussi, mais tu n'as pas d'intérêt. Sachant que le challenge est organisé sur les rendez-vous bookés. Donc un rendez-vous booké, ça pour le coup, normalement, c'est quali, parce que les gens n'ouvrent pas leur agenda pour Bien s'il sûr. n'y a pas d'intérêt. Ouais. Et donc finalement, le scanning, c'est du volume et ça a très peu d'impact pour gagner le concours. Ouais. Donc finalement, c'est scanner de la qualité, parce que c'est ça que vous allez devoir traiter ensuite. Donc déjà, ils doivent traiter ça, donc 6 fois. Donc ça peut prendre 1, 2, 3 mois, ça dépend un peu le temps qu'ils ont, enfin qu'ils mettent. Et ensuite, on a une séquence de mails, donc qui est mise aussi en place pour l'ensemble de la base qu'on avait eue. Vous êtes sans doute venu, mais peut-être qu'on ne s'est pas vu. Il y avait peut-être un projet, donc revenez vers nous. Ça fonctionne ça? Enfin, t'es satisfait de cette séquence? Tu la réadaptes à chaque event? On la réadapte. On la réadapte. Ça nous arrive de temps en temps de lever une opportunité. Ok. Mais c'est pas le truc dingue. Ok. Mais après, ce qu'on se dit quand même, c'est quand tu vas sur un salon, bah, généralement, tu as d'autres choses à faire que d'aller sur un salon. Donc si tu y vas, c'est soit tu as un vrai projet, soit tu veux faire de la veille, un benchmark. Ouais, Enfin, il n'y a pas tant de touristes que ça. normalement, il n'y a pas tant de touristes. Donc voilà, donc on est censé avoir... ou en tout cas, bah voilà, ça nous fait peut-être gagner en notoriété auprès de personnes qui reviendront vers nous plus tard. Mm. Mais voilà, donc il y a le marketing qui organise ça post-event. Les BDR vont contacter tous leurs leads. Et puis au bout de 6 mois, on fait un peu une sorte de post-mortem. On va relancer un mail à l'ensemble de la base qu'on avait sur le salon. Parce que bah, ça fait 6 mois. Donc les gens qui avaient potentiellement un projet, qui ne nous avaient pas identifiés ou qui ne nous avaient pas retenus, bah, peut-être là, finalement, n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Donc ils vont peut-être que PeopleSphere va les intéresser. Et puis les BDR, ils vont refaire une séquence de calls sur l'ensemble des leads qu'ils avaient scannés pour voir s'il n'y a pas des gens pareils qui avaient dit non ou il n'y avait plus d'intérêt ou qui les ont ghostés et voir s'il n'y a pas possibilité de ressortir une opportunité. Et du coup, par contre, finalement, vu que les BDR, ils prennent un maximum de rendez-vous pendant l'event, ils ont le temps de traiter, une fois l'event terminé, et normalement leur calendrier est plus que rempli, ils ont le temps d'aller traiter justement tous les leads, enfin, où ça s'étale sur un temps qui est beaucoup plus long, parce qu'en fait, ils n'ont pas la bande passante pour aller rappeler tout le monde, renvoyer les messages, etc. Comment vous faites? Ça s'étale, bah, comme je disais, ça s'étale sur entre 1 et 3 mois Ok. pour le rappel. Donc effectivement, ils le font quand ils ont aussi des créneaux. Après, quand on dit qu'ils prennent l'équivalent de 2 mois de rendez-vous, enfin, ça ne te remplit pas non plus 35 heures. Hein. Bien sûr. Ce serait bien. Ce serait génial. Ce serait super. Mais donc la réalité, c'est que ça ne te remplit pas 35 heures, donc ils ont le temps, ils ont les créneaux. Enfin voilà, ils s'organisent un peu comme ils veulent, mais ils savent qu'ils doivent le faire sur le créneau. Et en fait, c'est très important qu'ils le fassent bien. Donc ça, c'est aussi ils sont autonomes pour le faire, mais il y a quand même leur manager qui veille au grain. Et puis moi aussi, parce que moi, après, ça me permet de checker mon ROI. Et ça nous arrive de lever 3, 4, 5 opportunités, peut-être 10 opportunités de plus dans ces leads. Ok. Parce que, bah, effectivement, sur l'événement, la personne n'était pas dispo. Et ça, c'est important. Parce que si sur ceux-là, j'en signe 3-4, bah, tout de suite, mon Mais ROI, mais ça change tout, ouais. ça change tout. Ouais. Donc, il ne faut pas passer à côté. Et du coup, alors, justement, sur ce sujet un petit peu ROI, KPI, qu'est-ce que tu vas suivre, toi, parce qu'ils ont pris leur rendez-vous, tu as des leads. En fait, sur quoi tu te focuses sur les 2-3 mois qui suivent? Il y a forcément le fait d'aller générer des opportunités. Est-ce que tu as des KPI intermédiaires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes à bien suivre de ton côté? Et notamment, qu'est-ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, tu es capable de dire que ça a été un vrai succès, au-delà du nombre de rendez-vous qui sont censés donner un gros indicateur? Mais je suppose que ça peut arriver aussi des fois que tu as plein de rendez-vous et qu'en fait, ça ne close pas comme tu le souhaites. Alors, nous, on a un cycle de vente qui est entre 6 et 12 mois. Ok. Donc, déjà, c'est assez long. C'est- Donc, ça veut dire que je vais vraiment tirer mon trait sur mon event 1 an après. Ok. Enfin, ouais, peut-être 10 mois après. Là où je me dis, OK, on a essoré la base. Dans le pipe, il n'y a plus grand-chose qui reste. Les commerciaux ont fait leur job, ils ont closé. Et donc là, bah, je regarde c'est quoi mon ROI vraiment par rapport à cet event. Et entre-temps, bah, j'ai vraiment la phase, comme on disait, où est-ce que tous mes rendez-vous ont bien été honorés?
S'ils l'ont pas été, on relance bien les gens. Les leads, est-ce qu'ils ont bien été traités? On fait notre post-mortem au bout de 6 mois. Et puis après, en fait, finalement, une fois qu'on a créé l'opportunité, c'est les sales qui... ça passe dans le pipe des sales. Ouais. Donc après, je m'assure que c'est pas du perdu ou de l'endormi. Mais voilà. En fait, moi, je vais vraiment mesurer le revenu que ça m'a généré. Et du coup, si tu es capable de vraiment mesurer ton ROI après 8-10 mois, mais que tu dois quasiment préparer tes events un an avant, c'est-à-dire que des fois, tu peux te réengager sur un event sans savoir si ce dernier il a été rentable pour toi. Tout à fait. Alors, comment tu arbitres ça? Parce que là, on est dans une situation où vous êtes ultra fort sur ça. Donc, vous avez vos events, vous savez. Mais par exemple, les deux premières années où vous avez changé d'approche, comment tu as fait pour te dire, OK, cet event-là, je sais pas encore si j'ai le ROI, j'ai vu que c'est passé des choses positives, mais je remets le billet pour y aller encore une année de plus. Qu'est-ce qui fait? Comment tu choisis? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce qu'il y a des éléments plus importants que d'autres qui te permettent d'arbitrer? Mais justement, dans cette situation, c'est quoi les bonnes pratiques? Bah, du coup, en fait, on prenait le last minute. OK. Donc, du coup, au départ, vous y avez été last minute. Ah bah, au départ, bien sûr. OK. Last minute, et le last minute, c'est aussi intéressant, parce que le last minute, ça peut te permettre d'avoir des fois un levier de négociation. Parce que s'il y a des stands qui restent vides, bah, l'organisateur il a tout intérêt à remplir ses stands. Ouais. Donc, il y a moyen de négo. Et puis, effectivement, je ne pouvais pas me réengager si je n'avais pas un ROI sur le même event que j'avais fait l'année d'avant. Bon, même si j'avais défendu la ligne pour l'avoir dans mon budget, en fait, j'allais pas y aller si en vrai, ça me servait à rien. Donc effectivement, on allait last minute. Et donc, du coup, par contre, last minute, tu peux pas respecter, au départ en tout cas, tu respectais pas toutes les bases de préparation que tu donnais tout à l'heure, du meilleur remplacement, etc. Non, bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais ça n'empêche qu'il te reste des emplacements, et c'est dans ces emplacements qui restent où il faut arriver à se positionner. Ok. Tu respectes les mêmes consignes que tu as données au départ, Ouais. avec les emplacements qui restent disponibles, etc. Toujours. etc. Et puis, généralement, ce qui se passe en réalité, nous, on n'a pas les plus gros stands. Donc, c'est souvent les plus gros stands qui sont, que les organisateurs vont privilégier pour qu'ils fassent leur choix. Ouais. Parce que c'est eux qui payent le plus, donc c'est eux qui ont les emplacements premium. Donc, finalement, on est toujours à devoir doser et bien choisir le meilleur emplacement, enfin le meilleur coût emplacement pour l'événement. Donc, on doit toujours arbitrer. Même si tu prends un an avant, bah, les gros sont prioritaires, quoi qu'il en soit. J'ai toujours un arbitrage à faire. J'ai toujours un arbitrage à faire. Okay. Bah, c'est vrai que quand tu arrives en dernier, bon, ton arbitrage, il est t'as moins d'options, quoi. Ah bah là, c'est sûr qu'au lieu de te battre avec pour 50 espaces, on a peut-être plus qu'une petite dizaine. Exactement, ouais. Ok. Et là, juste là, tu as parlé de justement d'aller défendre le budget, enfin d'ajouter la ligne de budget. On n'en a pas trop discuté de ça, mais je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui, justement, des CMO qui font de l'événementiel et qui sont encore dans la dynamique événementielle orientée brand, qui n'arrivent pas à vraiment l'utiliser comme un relais de revenus. C'est quoi, toi, tes tips ou la manière dont tu as abordé le sujet au départ pour aller défendre cette stratégie événementielle avant d'avoir un vrai ROI? Comment tu l'as convaincu? Comment t'en as parlé? Qu'est-ce qui a été important pour aller conserver cette ligne? Parce que tu savais que ça allait être pertinent pour vous. Alors, je te cache pas que si je refais l'histoire, moi, j'avais dit, on arrête les événements. Ok. Il y avait 0 ROI. Mon CEO me dit, non, Alexandre, c'est important, ça fait du branding. Ok. C'est rare que le CEO dise ça. C'est rare. Ah, mais c'est bien. Mais justement, il dit, alors, il me disait pas ça faisait du branding, mais il me dit, ça nous permet d'exister face à nos concurrents. Ok. Sous-entendu, ça fait un peu de notoriété. Donc ça, c'était quand on générait rien. Après, au moment où les budgets se sont un petit peu raréfiés, en fait, ça a correspondu au moment où on avait l'équipe BDR, on avait pu tester cette équipe BDR en salon, et on avait vu que là, on arrivait à générer maintenant du ROI. Et puis, ça a été progressif. Là, je vous explique les meilleures recettes qu'on met en place. Tout ça, on a itéré et au début, c'était pas du tout comme ça, quoi. D'ailleurs, ça s'est étalé sur combien de temps, cette itération, à peu près? 2-3 ans? Ouais, 2-3 ans, ouais. Ok. Ouais, il y a eu 2-3 ans d'itération pour arriver à vraiment maximiser comme on le fait aujourd'hui et avoir ce ROI 2 x 3 x 4 sur les budgets qu'on dépense. Okay. Donc, ultra important. Et j'irai parler à nos clients. Okay. Je leur demanderai c'est quoi les salons sur lesquels ils vont okay. se renseigner.
et je listerai cela en premier. Et c'est là-dessus que je pourrais monter mon argumentaire auprès du CEO et d'ADAF. Pour dire nos clients sont là, Voilà. fait, faut qu'on soit présent. C'est En important. fait, nos clients, donc nos ICP et personas sont là. Ils vont se balader là-bas. Donc, mécaniquement, on peut se dire qu'il va y avoir notre cible aussi qui va être présente. Ouais. Donc, allons-y. Après, il faut qu'on ait un dispositif, effectivement, qui soit bien rodé. Il nous faut des BDR, il nous faut tout ce qu'on a vu. Mais pour moi, ce serait le first step. Ok. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, soit tu vas au doigt mouillé. Ouais. Ok, est-ce que on teste tous les events et on voit. Soit on se base uniquement en parlant à ceux qui organisent et eux vont te dire bah oui c'est génial, forcément viens chez moi. Voilà, tu sais pas. Soit tu parles un peu avec le marché, ça te permet d'avoir une meilleure tendance. Mais ce qui reste selon moi le plus fiable, c'est de parler à ton client. Ton client il va sur quel événement pour s'enseigner et en fait encore une fois tu veux faire des look-like, donc tu essaies de choper cet ICP et ce les gens qui leur ressemblent. ressemblent. Ok. Et ça fait émerger un peu une autre question, on n'en a pas trop parlé. Donc chez vous, la stratégie événementielle, elle est ultra importante, elle est génératrice de revenus, c'est ancré. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le mix marketing, en fait, comment se positionne l'événementiel? Est-ce que tu arrives à le coordonner avec d'autres stratégies qui sont mises en place? Est-ce que c'est très indépendant? Comment tu le positionnes dans ta vision marketing globale chez PeopleSphere? Ouais, c'est très lié, notamment avec les actions que font nos BDR. Ok. Parce que quand on a un événement, on s'en sert. Ça devient aussi une raison d'appel quand on va appeler plein de gens. Ouais. Donc on prospecte, mais en même temps, si là ils n'ont pas le temps, on ne peut pas se parler ou X. Tiens, by the way, on va à un événement, est-ce que vous êtes présent? Peut-être qu'on peut reboucler pour mettre un meeting sur l'événement. Ok. Parce qu'on demande aussi au BDR d'essayer d'avoir un maximum de meetings avant d'arriver à l'événement, sur l'événement. Ça peut être toujours intéressant, parce qu'ils vont pouvoir déclencher une démo, parce qu'il y a nos avant-ventes qui sont présents et qui font les démos. Donc tout ça, ça va permettre de ferrer peut-être un peu mieux le prospect. C'est l'objectif, c'est un petit peu ça? Non, ça, c'est pas objectivé. Non, ok. Pas objectivé parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, un point qui est important, c'est pourquoi nos BDR aussi sont aussi performants et pourquoi c'est intéressant de mettre les BDR. Même la vraie question, c'est pourquoi c'est intéressant de mettre les BDR plutôt que les commerciaux. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui disent non, on va mettre les commerciaux parce qu'ils vont avoir un discours qui va être entre guillemets plus quali, plus mature, enfin tout ce qu'on veut. Ok, mais souvent les commerciaux dans le logiciel, surtout comme nous, on fait du 6 à 12 mois de cycle de vente. En fait, ils sont très bons. Déjà pour le closing, c'est ça leur job. Ouais. Pour entretenir la relation pendant tout ce temps. Donc ça, c'est un vrai métier. Par contre, faire ça ne veut pas dire qu'on est bon en prospection. Ouais. Et puis la prospection, tu as la prospection téléphonique. Alors déjà, c'est difficile, mais tu as la prospection en face à face. Ou déjà, quand soit tu as le téléphone qui te protège, donc ça peut être plus simple, soit tu arrives en face à face et là tu te prends une porte, la personne, non, vous ne m'intéressez pas, au revoir. Et finalement, on se rend compte que les BDR, où leur métier chez nous doit faire 50 appels par jour. 50 appels par jour, en moyenne, tu parles à 7 personnes. Ouais. Tout le reste, c'est des répondeurs. Donc, tu as une grosse frustration déjà, toute la journée. Et puis sur les 7, tu vas peut-être avoir tout le monde qui va te dire non ce jour-là. Donc en plus, tu as une journée juste cata. Là, l'avantage, c'est que pendant 2 jours, et c'est comme ça aussi qu'on le présente au BDR, en fait, ils vont enfin parler à des gens. Oui, c'est ça, parce qu'en fait... C'est la cour de récré. Ouais, là, les gens, ils vont pas partir en courant. Les gens, ils partent pas en courant. C'est captif, ils sont à l'événement, ils passent sur ta moquette, il faut que tu leur parles. Ouais. Et donc, eux, ça leur permet de continuer à améliorer leur discours, finalement, qu'ils vont après réutiliser au téléphone. Enfin, voilà. Donc c'est ultra intéressant. Et puis, ils ont un bon niveau de discours. C'est toujours un peu la guerre entre les BDR et les sales. Finalement, c'est quand même les BDR qui ont les opportunités. C'est-à-dire qu'ils ont le niveau de discours suffisamment high level pour parler à un C-level et que le C-level soit intéressé pour parler après au commercial. Moi, tu vois, sur ça, il y a 3 ans, vu que j'étais pas assez mature sur la thématique, justement, j'avais été très influencé par, avec certains clients, sur certaines thématiques, il faut plutôt que ce soit les sales qui parlent, parce qu'ils ont le niveau de discours. Et en fait, j'en suis pas mal revenu. Alors, il y a des moments, le closing et tout, c'est évident, mais j'en suis pas mal revenu parce que, déjà, il y a 2 éléments, c'est que finalement, il y a beaucoup de sales qui n'aiment pas ou plus prospecter ou qui savent plus très bien le faire. C'est ok,
mais c'est juste qu'il faut être capable de le reconnaître et de l'accepter. Et surtout, la gestion de la frustration quotidienne de ce rôle fait que le niveau de discours, il apporte rien, parce que dans tous les cas, les portes sont fermées. Et du coup, j'embrasse carrément les éléments que tu mets en avant, parce que je trouve ça hyper bien de se dire que les events, avec ton équipe BDR, c'est le moment où ils vont pouvoir en fait être en contact avec tout le monde, améliorer ce qui est leur message, être au contact de personnes qui leur auront peut-être déjà dit non par tel, ça a déjà dû arriver. Putain, ça doit être hyper agréable de pouvoir vraiment discuter avec des personnes. Et même si tout le monde te dit pas oui, je pense que tu prends quand même beaucoup moins 50 fois moins de refus que dans une journée classique au téléphone. Et ça doit faire du bien, même, rien que pour le moral, quoi. Bah, et puis les refus sont plus sympas, ils sont plus cordiaux. Oui, parce que c'est vrai pas qu'en raccrocher, face à face, ouais, en face à face, c'est un petit non, j'ai pas trop le temps, je passerai plus tard, etc. Exactement. Ok. Et est-ce que toi, par contre, ça du coup, ta stratégie qui est hyper bien montée, mais ça influence les recrutements que vous avez sur les BDR? Est-ce que vous prenez des gens qui ont des expériences plus fortes sur la partie événementielle, ou vous vous occupez vraiment de cette montée en compétences? On s'en occupe. C'est vous qui le faites? Ouais, on s'en occupe. En fait, dans nos recrutements BDR, SDR, enfin même au market, en vrai, peu importe l'école et ce que tu as fait avant, on part du principe qu'on va te former. Ok. Et donc, parce que les BDR sont relativement juniors, Ouais. donc finalement, même s'ils ont déjà fait un peu d'événementiel, il y a peu de chances qu'ils l'aient fait de manière aussi poussée et proactive que ce que nous, on met en place. Donc finalement, on va les former. Nous, ce qu'on cherche, c'est curiosité et motivation. Ok. On fait un petit test au call. Est-ce que déjà, ils ont l'air à l'aise au téléphone? Ok. Mais voilà, parce que grosse partie de leur job, ça va être du téléphone. Hein. Bien Le sûr, BDR, ouais, il fait du c'est téléphone. 80%, 80%, bien sûr. Ouais, facile. Ouais. Ok. Et est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de c'est quoi les next steps pour améliorer ce que vous faites? Parce qu'on peut toujours un peu améliorer. C'est quoi la stratégie événementielle de Peoplesphere 4.0 je sais pas, d'ici 1 an et demi, 2 ans? Est-ce que tu as déjà des idées, des choses que tu aimerais tester, des choses qui t'inspirent, que tu as vues ailleurs? Aujourd'hui, on est très tourné héroïste. Ok. Je dis même uniquement. Ce qui est bien, parce que du coup, là, la ligne, elle est plus que justifiée maintenant. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est bien. Maintenant, je pense que pouvoir travailler un côté un peu notoriété, en parallèle de l'événement, ça peut apporter un plus. J'ai en tête, au dernier événement que j'ai fait, auquel on a participé, il y a un éditeur qui avait placardé entièrement le métro. Ok. Donc en fait, tu sortais de ton métro, enfin le temps de marcher en plus, c'est assez long à Porte de Versailles, Ouais. Tu ne voyais que lui partout, sur tous les murs. C'était sa couleur, c'était lui, c'est c'était canon. ses messages, c'était tout. Et je me dis, ok, ça c'est de la notoriété. Bah, en fait, voilà, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est par contre de vraiment faire de la notoriété, de le mettre en mode je l'objective, j'ai une vision que je porte, et j'y vais pas vite fait. Voilà, exactement. J'y vais à fond. J'y vais à fond. Ok. Sachant que je suis pas certain que ça a dû leur générer du trafic. Je suis pas certain que ça leur a généré le plus de trafic. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est relativement difficile d'identifier où se trouve l'éditeur, parce qu'ils n'avaient pas un énorme stand. Ok. Donc du coup, tu arrives, tu as 300 éditeurs. Bon, ok, tu as vu la super couleur de l'autre, mais maintenant, comment je le retrouve? Est-ce que je cherche vraiment? Je sais pas. Par contre, en partant, bah, c'est aussi... Donc c'est le premier qu'ils avaient en tête, et c'est le dernier qu'ils avaient en tête. Donc finalement, ça, d'un point de vue notoriété, je pense que c'est fort. Et je pense que ça, couplé avec ce que nous, on a mis en place, bah, ça peut être encore plus impactant. Et ça pourrait améliorer peut-être notre ROI. Après, il faut voir combien coûte vraiment le branding complet du métro. Ouais, c'est ça. J'avais regardé, c'était quand même un sacré billet. Ça dépend des budgets. Je pense que ça dépend un peu des périodes. Tu as des bonnes opportunités. Mais oui, dans tous les cas, c'est un billet qu'il faut être capable de... Il faut être capable de mettre, ouais. de justifier. Mais okay. Tu vois, je regarderais comment je peux corréler, rajouter une couche de notoriété finalement sur toute cette mécanique qui maintenant fonctionne bien. C'est comme si tu avais fait ton funnel. Ouais, en bas, on est trop bon, mais donc maintenant, là, faut remonter d'un cran. Comment on alimente, quoi. Ok, donc là, cette seconde phase, ce serait ça. Je me posais la question de quelle est la place justement de... Tout à l'heure, en fait, au tout début, on a parlé des événements propriétaires. Quelle est la place justement dans les next steps de la stratégie événementielle d'ajouter cette dimension-là? Je sais que vous en faites un par an, tu as dit au tout début. Est-ce qu'il y aurait vocation... Est-ce qu'en fait, justement, la suite logique, c'est pas ça, c'est de devenir plus fort sur cette partie-là? Parce que c'est peut-être le meilleur moyen de développer la brand. Alors, c'est un bon moyen. C'est vrai que le seul event qu'on fait, c'est un event en plus client. Ok. Donc, il y a une approche un peu community voilà, aussi. Community. Là, effectivement, ça pourrait être un autre... c'est tout à fait
un autre canal qu'on n'a jamais exploité, qui est de faire nos propres, je sais pas, ça peut être des petits déj, format petit déj ou autre. Ça, c'est fait avec des prospects. Peut-être faire venir un ou deux clients, faire venir des prospects sur un format petit déj. Ça, on n'a jamais fait. Donc, ça peut être quelque chose, effectivement, à tester. Je pense que dans les formats qui fonctionnent. Alors, tu sais, moi, je suis très influencé par le B2C, donc j'ai une vision qui est un peu biaisée, mais je sais que moi, avant, je faisais beaucoup d'événementiels, de pop-up, etc. pour les boîtes avec qui je bossais. Et je sais que les trucs qui fonctionnaient le mieux, c'était les inside et c'était les avant-après. Et en fait, nous, on avait mis au cœur de notre stratégie. En fait, les volumes sont petits, mais en fréquence, nous, c'était des événements de 7 jours, 10 jours. En fréquence, le petit déjeuner d'avant et le dîner en fin de journée, avec à chaque fois 10 ou 15 personnes, tous les jours pendant 10 jours. Et ça, tous les trimestres, de manière répétée, suivi par une communication spécifique, etc. En fait, l'impact était... T'as pas un impact au bout de 2 mois, mais au bout de 4, 5, 6 mois, tu commences à voir quelque chose. Les gens, ils font du contenu, de l'UGC, ils racontent, ils ont envie de partager. Quand tu les appelles pour faire une vidéo, ils viennent. Enfin, tous ces trucs-là faisaient que c'était hyper intéressant. Je le vois pas trop en B2B, ou peut-être que je suis juste pas invité à ces trucs-là. C'est possible aussi. Toi, je suis pas client, donc ils ont rien à me vendre. Mais c'est vrai que dans la vision que j'en ai, j'ai l'impression que l'événementiel... le stade d'après, une fois que tu es très bon sur le bas de funnel, en fait, c'est d'essayer de créer des liens plus intenses avec les gens, que ce soit des clients ou des prospects d'ailleurs. Si, il y en a qui le font. Hein. En B2B, il y en a qui le font et qui le font très bien. Et toi, tu as des inspirations justement un peu de top boîtes, pas forcément des concurrents, mais des gens que tu regardes françaises ou... Ouais, il me semble que mon équipe m'a parlé de Content Square. Ouais, ils sont très forts sur voilà, ils font beaucoup d'événementiels et eux, c'est de l'événementiel propriétaire. Ouais. Où ils font venir leur communauté, leurs prospects. En France, je crois que c'est Leïla qui gère cette partie-là. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'elle est surtout, la dernière fois, elle avait fait 3 événements la même journée. Donc, je sais pas comment elle fait. C'est un délire. Non, mais c'est un délire. Ok, ouais, c'est vrai que Content Square sont très très forts sur cette partie-là. Donc, suite logique, ce serait développer plus la partie un peu brand, en fait, pour profiter de monter la marque, monter votre expertise. Il y a la brand, il y a tester les petits déj peut-être propriétaires. Ouais. Et sur la partie salon, il y a un point qu'on vient de tester là sur les 2 derniers et qui fonctionne bien. On a mis en place un déjeuner. Ok. On a mis en place un déjeuner pendant le premier jour qui a très bien fonctionné, auquel on a invité que des clients pour l'instant. Okay. En fait, quand les CSM ont demandé aux clients est-ce que vous comptez vous rendre sur tel salon, du coup on les a conviés au déjeuner où il y avait notre CEO qui était présent. Donc ça allait pouvoir aussi parler un peu roadmap, donc ça allait être intéressant pour eux. Donc un sujet, ça pourrait être de voir, est-ce qu'on étend ça et on le ferait sur les 2 jours du salon ? Okay. Est-ce qu'on a suffisamment de personnes ? Est-ce qu'on split en 2 et qu'on fait moitié client à chaque fois et on invite aussi des prospects ? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait tester. Et est-ce qu'on fait aussi le soir un event après ? Ouais. Ça, c'est, j'ai eu la chance d'aller assister à un événement, HubSpot, leur événement à Boston. Et en fait, en allant à cet événement, j'ai plein d'agences qui m'ont contacté et qui m'ont invité à des dîners. Ok. C'est smart. J'avais jamais vu ça avant en France et je m'étais dit, super intéressant. Donc, du coup, j'y suis allé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... finalement, ça coûte pas très cher de payer le dîner à un C-level. Ouais. Mais par contre, après, pendant l'événement, c'est très cordial et on parle de plein de choses, de business. Ils parlent rapidement de leur agence, mais sans plus. Et puis après, ils te recontactent. Et puis toi, tu es beaucoup plus enclin à prendre le call, à parler avec eux, parce que ils t'ont invité au dîner, donc c'était sympa. Après, c'est intéressant ou pas pour toi, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense que d'un point de vue acquisition de leads très qualifiés, ça peut être aussi intéressant. Ouais, en fait, mais surtout parce que je pense que le sujet... tu vois, pour moi, l'un des gros enjeux du marketing aujourd'hui, c'est le sujet de la confiance, de créer suffisamment de confiance avec ton audience. Et c'est sûr que dans un événement... dans un salon, tu as des personnes qui viennent pour une raison précise, ils se font un peu alpaguer, ils discutent, etc. Donc, tu arrives à booker ton rendez-vous, mais c'est pas à ce moment-là que tu crées de la confiance. Non, d'accord. C'est un autre moment. Et si tu arrives à cumuler ça, et sur un petit pourcentage de ton audience, le petit déjeuner, le dîner, ou une expérience autre, qui n'est pas forcément liée à ton produit, mais que tu crées juste quelque chose de différent, qui est pas forcément très coûteux, en fait, tu rentres dans la relation par le sujet de la confiance et c'est beaucoup plus simple d'aller chercher du commercial après. Et si jamais c'est pas lui que tu fais la vente, il te recommandera ou il te mettra en relation avec la bonne personne. Enfin, c'est beaucoup plus... Le problème de ces approches-là, c'est que c'est des approches qui sont très one to few, tu fais pas du one to many, quoi. C'est pas massif et ça peut être un peu effrayant au départ à lancer. C'est du one to few et c'est quelque chose où si tu es 100% héroïste, tu vas pas le faire.
Bah voilà. Mais vu que maintenant vous êtes déjà héroïste, ça peut être carrément. Voilà, enfin, maintenant, ce serait quelque chose à mettre on top, développer un peu la notoriété, Ouais. parce que, en fait, c'est du hasard. Tu vas cibler des personnes qui vont être ton ICP, ton persona, tout ce que tu veux, mais ça n'empêche qu'à la fin, il est venu à l'événement, mais ça se trouve, il a quand même pas de projet, et tu l'auras payé Oui, tu à peux pas savoir. dîner, et tu peux Ouais. pas savoir. Ouais, tu peux pas savoir. Donc c'est quand même un vrai sujet de se dire, on espère du ROI, mais faut être un peu moins pragmatique et moins focus que bah, là, tout l'événement qu'on fait qui est rodé, où on sait qu'on va sortir tant, etc. C'est un peu plus de lâcher prise. Exactement. Ouais, c'est un peu plus de lâcher Donc prise. ça, faut en parler avec le CEO et la CFO, et il faut être sûr qu'ils aient bien compris. Mais du coup, toi, t'es dans une situation comme ça, ce qu'on peut là, si on essaie de remonter d'un niveau, mais ce que ça veut surtout dire, c'est tous les CMO et toutes les boîtes qui ont envie de faire de l'événementiel un relais de croissance pour eux, en fait, ils doivent au début avoir une approche très pragmatique, c'est de se concentrer sur le fait d'aller trouver l'événement dans lequel il y a son ICP, de trouver le bon message, de passer du temps à essayer de réfléchir à comment prendre le bon stand, et après, il faut pas penser que ça c'est le gros du travail. Le gros du travail, c'est d'avoir une équipe sur le moment qui va faire vivre l'expérience et qui va en fait aller démarcher tout le monde. Tout à fait. Et une fois que t'es rodé sur ça, tu peux commencer à aller faire d'autres choses et essayer de passer l'étape d'après. Finalement, c'est poser les bons fondamentaux, mais quand tu les as pas en tête, c'est plutôt complexe. Ah bah c'est sûr. Et puis nous, ça nous a pris 2-3 ans quand même à arriver à avoir tous ces fondamentaux et que ça roule aussi bien que maintenant. Ouais, ce qui est surtout, c'est important de le mentionner parce que c'est comme la BM. On a l'impression que tu lances Ouais. la BM et tu as des résultats au bout de 9 mois. Non, en fait, c'est du beaucoup plus long terme. Donc, tu vois, le fait que toi, tu puisses raconter ton expérience en 2-3 ans, ça monte un peu la ligne directrice pour tout le monde, quoi. Dernière question, si tu devais donner quelques conseils à un CMO qui veut intégrer dans sa stratégie événementielle, qui veut intégrer sa stratégie événementielle au sein de son mix marketing, basé sur ton expérience chez PeopleSphere, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Absolument, les priorités de chez Priorité. Je pense que dans un premier temps, bien cibler son event, Le salon. le salon. Ouais. Faut pas se tromper, surtout s'il veut tester. Finalement, son CFO va regarder de près est-ce qu'il y a du ROI ou pas. C'est quoi désolé, je rebondis direct, mais c'est quoi un bon test? Tu le fais sur un seul salon? Tu peux en avoir deux? Non, je pense qu'il faut en faire 2-3. Il faut en faire 2-3. Ouais, il faut en faire 2-3. Ok. Sur un, tu prends trop de risques. Donc il faut 2-3 parce que tu as aussi. Ton équipe va devoir se préparer, se chauffer, ils connaissent pas. Si tu n'as personne qui l'a fait avant, c'est complexe. Notamment pour la partie BDR. Ok. Donc avoir bien ciblé ces events, bien les préparer. Et puis, alors, soit le marketing a la chance d'avoir les BDR chez lui et donc mettre en place tout un système de jeux de rôle et de brief en amont. Ça, c'était game changer pour nous. Le fait qu'il y ait vraiment le jeu de rôle pour que la veille, pour que le jour J, dès 9h, dès l'ouverture, en fait, les gens, ils sont chauds. Ouais. On n'attend pas midi, parce qu'il y a déjà une flopée de prospects qui sont passés. Donc ça, c'est aussi crucial. Et si jamais il n'a pas les BDR chez lui, qu'il arrive à communiquer avec le DIRCO et qu'ils aient un bon alignement sur le rôle des BDR pendant l'event. Parce que souvent, ce qui est vu sur l'événementiel, et je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas trop pour beaucoup de sociétés, c'est qu'il y a le marketing qui s'occupe de toute l'enveloppe, choisit le stand, il fait que c'est beau, c'est sympa, etc. Et puis après, il y a une autre équipe qui vient, qui n'a pas spécialement envie d'être là. Bon, alors déjà, là, on ne part pas sur un bon... sur une bonne trajectoire. Alors que justement, il faut qu'en amont, cette équipe soit aussi briefée par leur direction, comme quoi on met beaucoup d'argent, c'est crucial pour l'entreprise, c'est censé être un levier de croissance, et surtout, ça va leur permettre à eux de faire leur com. Okay. Parce que c'est quand même le porte-monnaie qui sûr. touche le plus, que ce soit des BDR ou des sales. Donc, qu'on ait des sales ou des BDR qu'on envoie, dans tous les cas, il faut arriver à bien leur donner la perspective, qui viennent pas là pour parler avec leurs collègues qui voient déjà tous les jours la machine à café. Ils viennent là pour faire du business et passer un maximum de temps avec des prospects. Mais tu vois, du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé parce qu'on est resté très sur l'exemple de PeopleSphere où les SDR sont chez toi. Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de boîtes où en fait, cette équipe-là, elle est plutôt côté commercial. Ça sous-entend aussi que si tu veux avoir une approche événementielle héroïste, tu dois, day one, avoir un super alignement avec la partie commerciale et bien expliquer quelles sont les attentes pour que ça fonctionne et lui demander si il ou elle est OK de jouer le jeu.
Parce qu'en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais ça, c'est pas bien fait, vous aurez beau mettre tous les efforts de préparation, etc., le jour J, ça pourra pas marcher. Exactement. Et c'est vraiment crucial parce que très souvent, le DIRCO va être très content quand on va lui annoncer qu'on veut faire un événement. Ouais. Parce que lui, il se dit, ah génial, on va faire du lead. Ouais. Sauf qu'en fait, si les BDR sont chez lui, ok, mais c'est ton équipe qui doit faire les leads. Moi, je fais juste l'événement. Enfin, je prépare tout pour que ton équipe soit bien le jour J. Et maintenant, c'est à ton équipe de faire le jour J. Donc, il faut qu'il briefe bien ses équipes, que lui sélectionne les bonnes personnes à envoyer. Encore une fois, ça sert à rien d'envoyer des gens. On l'avait fait, on l'avait testé aussi. Envoyer des commerciaux qui se sentent pas à l'aise et qui ont... Enfin, voilà, c'est pas dans leur mood d'accoster des gens. Ils n'ont pas envie, ils savent pas faire. Ouais. En fait, ça va pas marcher. Il vaut mieux que cette personne-là soit au bureau en train de closer un deal, plutôt que de se faire mal à prospecter. Il va mal le faire, il va pas prendre de plaisir. Envoyons plutôt ceux qui ont envie. Nous, on a un commercial que j'ai en tête qui adore les salons. Et il vient avec l'équipe BDR et en fait, il s'éclate et il fait partie du challenge du coup. Mais c'est juste parce que lui, vous savez que lui, il kiffe faire ça, et parce que lui il est à kiffe. l'aise sur ça, etc. Il est demandeur. Ok. Voilà, les autres sont pas demandeurs. Bon, les autres, ils viennent s'ils veulent. S'ils ont un intérêt business à venir, finalement, sinon, ça sert à rien qu'ils viennent perdre leur temps. Ok, hyper intéressant. Donc du coup, on a, dans les 3 conseils, on a le choix du salon, on a l'alignement avec la partie commerciale, et la deuxième reco, c'était, j'ai oublié, bien préparer la partie... Non, c'est bien préparer l'avant. Bien préparé à l'avant. Ouais. Bien préparer l'avant. Ok, super. Et ben écoute, merci Alexandre, c'était un super épisode, j'espère que ça t'a plu de partager ce moment avec nous. C'était super. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, et puis à très vite. À très vite.